C'est l'histoire d'une personne qui a passé 9 jours dans une embarcation de fortune en Méditerranée et qui exerce maintenant le métier de son choix à la hauteur de ses qualifications professionnelles, dans un pays qui n'était pas le sien il y a encore 10 ans. Cette success story, c'est celle de Karam. Et c'est le type d'histoire que de nombreux médias aiment vendre pour illustrer un parcours d'intégration réussi. Mais elle peut poser problème, parce qu'elle occulte les obstacles passés et futurs et les insuffisances de notre système d'accueil. Et elle occulte un élément essentiel, l'accueil digne. Un mot, 5 lettres, qui font la différence entre deux histoires d'exil. Oui, Karam a traversé la Méditerranée au péril de sa vie. Oui, Karam occupe désormais le travail de ses rêves. Mais son histoire tient à des rencontres, à des choix et à des opportunités qui ne sont pas encore proposées à tout le monde et qu'il a décidé de vous raconter. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche dans ma vie, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement en 1944. Pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce nouvel épisode, on rencontre Karam Hassan. À 7h, 8h le soir, 3 passeurs nous demandent à peu près une vingtaine, nous demandent de sortir pour monter dans un camion. Et dans ce camion, il y avait 2 personnes aussi. On est monté dans ce camion et après on était parti pendant 1h30 je crois. Et on arrive à la plage. On savait qu'on va partir, mais comment on ne savait pas. On pensait, en tout cas, moi j'ai pensé que ce serait un grand bateau et puis ils vont nous donner des vêtements en fait pour être déguisés comme serveurs. Et après, monter dans un grand bateau. On arrive, là le choc parce que c'est un petit bateau où il y avait 2 personnes dans ce petit bateau. Alors il y avait 4 femmes et à peu près 16-17 hommes. Et voilà, il faut monter. Il y avait un peu de vague, mais c'était pas très très fort. Donc j'ai essayé de monter, mais en ce moment-là, vraiment, chaque personne pense à lui-même, personne pense à elle-même, personne pense sauver d'autres personnes, par exemple. Mais en fait, il y avait une dame soudanaise qui était avec nous. Elle était en train de se galérer en fait. Et du coup, on l'a aidé avec une autre personne. Et hop, voilà. Donc, depuis là, pour moi, c'était un choc. Parce que tout d'abord, j'étais trahi par des personnes passeurs en disant un grand bateau, etc. C'était pas du tout le cas. Et là, je me suis dit, mais où on va y aller? L'histoire que Karam a décidé de nous raconter commence en septembre 2014. Après avoir fui le Soudan, il arrive à Alexandrie en Égypte, avec pour objectif de rejoindre l'Europe. À son arrivée en Égypte, il s'est retrouvé pendant 5 à 6 jours dans une ferme, avec une cinquantaine de personnes, principalement soudanaises et syriennes, elles aussi en exil. Ces quelques jours sont très éprouvants pour Karam. Il fait très chaud, et il mange et boit 1 à 2 fois par jour seulement. Karam fait également face à l'agressivité des passeurs, mais aussi au racisme. Alors que l'Égypte partage des frontières avec le Soudan, il s'y sent étranger et voit le traitement qui est réservé aux personnes exilées noires. Après quelques jours difficiles, c'est le départ pour Karam. Arrivé sur la plage, il se rend compte que malgré les promesses des passeurs, il ne fera pas la traversée dans un grand bateau. Le bateau a roulé pendant 4-5 heures. Et après, il y avait un bateau un peu plus grand que celui qu'on avait. Et là, il y avait déjà des personnes, donc on était transférés dans ce bateau. Il y avait des gens qui étaient là-bas. Donc, on était à peu près centaines de personnes. Et pendant 3 jours, après, on était transférés sur un autre bateau qui était beaucoup plus grand que celui qu'on avait. Voilà, donc l'histoire a commencé comme ça. Beaucoup de moments de regret en disant mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est dur, c'est compliqué. En plus de ça, il y avait des bagarres. Il y avait le racisme entre les Syriens, les Égyptiens, les Noirs. Et du coup, c'était vraiment horrible. C'était vraiment dur.
Ils nous donnaient 2 fois par jour des petits sandwichs, en fait, des galettes, toujours avec des fromages, un verre d'eau, parfois deux, parfois non, et parfois il faut qu'on paye pour qu'on puisse avoir quelque chose. Donc, et si on paye pas, parce qu'on était minoritaire, et du coup il y avait beaucoup de violence envers nous, donc c'était quand même dur. 9 jours sur la mer, dans cette période-là, j'ai perdu espoir. Je me dis, je me disais que je vais jamais y arriver. Au bout de 9 jours, on n'était pas très loin de la côte. Et là où en fait on était secouru par un grand bateau, on arrive en Italie. Alors en fait quand j'étais dans le bateau, le rêve, les choses que je voulais vraiment, c'est toucher la terre. J'avais vraiment envie parce que 9 jours sur la mer, c'est quand même dur parce que c'était dur en fait, c'était dur. Et je pense qu'en fait quand on est sur la terre, on se sent bien. En tout cas, cette chose m'a manqué. Karam est secouru. Il touche enfin la terre de Sicile et les organisations sur place l'envoient dans un centre d'accueil. Il n'y reste que 2 jours, car s'il reste plus, les autorités italiennes pourraient prendre ses empreintes digitales. Et dans ce cas, il ne pourra pas demander l'asile dans un autre pays. Ce sera l'Italie qui sera responsable de sa demande d'asile. C'est comme ça que fonctionne le système de l'asile dans l'Union européenne. Il est encadré par le règlement de Dublin. Et sauf exception, le pays où les empreintes sont prises, donc souvent le premier pays d'arrivée en Europe, devient le pays responsable de la demande d'asile. Avec cette réglementation, si la personne est interceptée dans un autre pays, elle sera automatiquement renvoyée dans le pays où ses empreintes ont été prises. Mais l'objectif de Karam, c'est l'Angleterre. Alors il est obligé de partir et il rejoint Vérone dans le nord de l'Italie avec 2 autres Soudanais. Et ces jours-là, les premiers jours, c'était horrible parce que en fait, on dormait. Moi, en tout cas, je dormais, mais j'avais le sentiment quand j'étais dans les bateaux, en fait. Je me sentais vraiment, j'étais toujours dans le bateau. Et ce sentiment, je le sentais pendant au moins 1 semaine, je crois. Et c'est comme un cauchemar, en fait. C'est comme vraiment un cauchemar. Et je ne croyais pas que je suis vivant, en fait. Parce que j'ai perdu espoir. Le fait que j'ai perdu espoir et le fait qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de tensions, etc. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande comment j'ai surmonté cette période parce qu'il y en a cela, en fait, rend fou les gens. Parce que c'est pas vraiment évident. Néanmoins, ça m'a quand même donné envie ou ça m'a donné vraiment en fait le fait que dire la vie c'est vraiment précieux, très précieuse. Vraiment le moment où je me dis je vais pas être vivant et là où en fait j'étais secouru, donc je me sentis vraiment que c'est une nouvelle vie en fait. À 23h, on arrive à Vintimille. On était toujours trois Soudanais. Et on voulait rentrer en France. Il n'y avait pas de train. Et puis aussi, les gens nous disaient que ce ne sera pas facile de rentrer comme ça. Donc, on est resté, je pense, la nuit. Et à 6h du mat', ou même dans la nuit, je pense, parce qu'on n'a pas dormi, mais on a rencontré des passeurs là-bas qui nous disaient, Nice. On a dit, oui, Nice, comment ça se passe? Il nous a dit qu'il faut qu'on paye une somme, 30 € ou 40 € par personne. J'avais pas de l'argent, j'avais 10 € je crois, et j'avais beaucoup de bijoux en fait, parce que j'aime les bijoux, montres et tout. Cette personne nous a dit, vous avez combien alors? J'ai dit, j'ai 10 €, et l'autre, il avait, je pense, en tout, c'était 60 ou 50 € pour 3. Donc, il a dit, donne-moi tes bijoux, etc.
c'est des trucs vraiment très précieux parce que parfois il y a des cadeaux des personnes très chères. Et du coup, j'avais pas le choix et j'ai donné mes bijoux, même si ça m'en faisait vraiment mal, mais j'avais pas le choix. Karam arrive à Nice. La ville est belle. Et il capture ce moment. Aujourd'hui encore, il lui arrive parfois de regarder les photos qu'il a prises pour se remémorer cette période. Après quelques heures à se perdre dans Nice et toujours accompagné de ses 2 amis, il poursuit son voyage et prend un bus en direction de Cannes. Je me souviens en fait plus vraiment comment les jours s'est passé parce qu'on arrive dans un nouveau pays, on comprenait pas la langue, il y a des gens qui parlent, etc., etc. On essayait de parler en anglais avec des gens, parfois des gens, ah, no English, no English, etc. Du coup, c'était quand même parfois dur en fait d'arriver dans un pays où tu peux pas communiquer avec les gens. Donc, tu te sens que tu es à part. On était tout le temps, enfin, les trois, jusqu'au moment où un ami contactait son ami à Lyon. Il nous a dit, vous pouvez venir à Lyon. Donc, on est monté dans un train. On n'avait pas de billets. Et c'est passé. En fait, le contrôleur passe à chaque fois, nous regarde. Alors, nous, on n'a pas. Voilà. En tout cas, on a rencontré deux contrôleurs qui étaient hyper gentils. Il nous a laissé voyager sans billet. On arrive à Lyon. Et cette personne, elle était aussi de Soudan. Ça fait pas longtemps qu'elle était à Lyon. Il n'y avait pas de logement. Il habitait dans un foyer, je crois. Et il ne voulait pas nous dire que j'avais pas de logement. Toute la journée, on était de café à un autre. On a passé beaucoup de temps. On ne comprenait pas pourquoi il ne nous invite pas chez lui. En fait, mais même pour aller prendre une douche ou un truc comme ça. En tout cas, à la fin, il nous a dit, écoutez, vous pouvez aller à Paris, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez aller à Calais pour aller vite. J'étais OK. On a pris le train. On est arrivé à Paris. Et on arrive à Paris, on n'avait pas de l'argent. Et je me souviens, on a rencontré, je pense, un Tunisien, un Marocain qui parlait arabe. Et on était vraiment très fatigués. Il nous a dit bonjour en arabe. Bonjour, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Vous venez de quel pays, etc. Voilà. Après, il nous a invités à prendre un sandwich. Vraiment, manger, c'est important. C'est nécessaire pour vivre, pour être vivant. Mais des moments comme ça, manger un sandwich de kebab, un truc comme ça, c'est vraiment le luxe. Et j'ai senti un plaisir énorme en mangeant ce sandwich. Vraiment, je me rappelle toujours. Vraiment, c'était des moments qui restera tout le temps dans nos mémoires, en fait. Je ne vais jamais oublier ça. Je suis à Paris. Après ce sandwich, l'idée qu'on avait, ou la motivation qu'on avait, c'est juste aller voir le Tour Eiffel. Vraiment. On était hyper motivés. Malgré les choses qu'on a vécu, des moments difficiles, etc. Mais on avait trop envie de vraiment aller voir le Tour Eiffel. On est allé là-bas et voilà, on est resté à peu près 1 heure. Et hop, on a beaucoup marché, je crois, pour arriver à la chapelle. Pourquoi à la chapelle? Parce que là, il y avait beaucoup de personnes exilées qui venaient, par exemple, de l'Italie ou ailleurs. Et par exemple, dans les parcs, là où en fait les gens dorment. Donc, il nous a dit, pour dormir, il faut dormir ici, 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 ici. Des moments indélébiles, parce que même si on dormait dans la rue, mais c'était quand même des moments de joie parce qu'on vient d'un pays où il y avait des problèmes. Et quand on arrive dans un pays où on se sent en sécurité, c'est quand même très précieux. Donc, on était dans la rue, mais quand même, c'était une victoire de traverser, sortir quitter le Soudan,
arriver en Égypte, près le bateau, arriver en Italie et quitter l'Italie pour rentrer en France. Bah voilà, tout ça, c'était vraiment des épisodes de joie à chaque fois. Et c'est comme une petite victoire. Le projet de Karam, c'est de rejoindre l'Angleterre. Il quitte Port-de-la-Chapelle, prend un train à Gare du Nord pour se rendre au point de passage incontournable, Calais. Il y arrive autour de 19h et retrouve un contact avec qui il avait échangé. Karam s'interroge à ce moment-là. Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce qu'on va? On le rassure et il se laisse guider. Après une petite heure de marche, il arrive dans un squat où une centaine de personnes exilées vivent. Ce sera son point de chute pour quelques jours avant de rejoindre la jungle de Calais. Donc j'arrive, c'est vraiment bizarre, je me dis mais comment, etc. Voilà, donc je me pose des questions. J'étais fatigué, j'ai dormi. Et le lendemain, dès le matin, les gens m'ont expliqué un peu comment faire. Comment faire? Tout d'abord, il y a des associations qui font ça, qui distribuent des vêtements. Il y a on peut manger une fois par jour avec une association qui s'appelle As-Salam. Et après, pour aller en Angleterre, il faut monter dans un camion. Comment ça? Donc là où en fait je suis parti avec deux personnes à la jungle de Calais, ils m'ont dit le lieu stratégique pour partir en Angleterre, c'est ici. Il faut venir ici tous les jours. Il faut choisir par exemple le soir vers 18h ou 19h ou 20h ou même la nuit. Et du coup, tu vois un camion, il faut monter dans un camion, etc. Je me dis, mais oh là là, je fais tout ça pour peut-être mourir. Ça, c'est la première chose parce que c'était pas du tout, en tout cas, c'était le seul choix. Il n'y a pas d'autre moyen de traverser, en fait, comme migrant, la Manche. Le 3 premiers jours, j'étais pas du tout convaincu. Mais après, j'avais pas le choix. Après une semaine, je suis parti carrément en fait à la jungle. Et là où en fait, la jungle c'était vraiment hyper intéressant. C'était en fait un village où il y avait des communautés soudanaises, érythréennes, afghanes, etc. Et vraiment un lieu de partage et aussi de s'entraide, malgré vraiment les difficultés. On n'avait rien, mais l'ambiance était vraiment incroyable. Et je pense qu'en fait, même si dans la vie, on n'a rien du tout, mais si il y a une bonne ambiance, il y a des belles personnes, on peut quand même être heureux. Et moi, en fait, j'étais vraiment heureux. C'était des moments extrêmement difficiles. Calais, la jungle, néanmoins, des rencontres que j'ai fait avec des personnes là-bas, des personnes exilées. C'était incroyable, vraiment incroyable parce qu'on s'entraidait, on partageait des histoires, des moments difficiles, des projets aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient chez eux, qui faisaient des projets, etc. Et c'est dommage parce que quand on arrive ici comme exilé, il faut tout recommencer à zéro et souvent, on a tendance à dire ces gens-là, ils sont pas vraiment... c'est comme ils n'avaient pas une vie avant, en fait. On regarde comme c'est des personnes nulles ou un truc comme ça. C'est vraiment dommage. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment très riche pour moi. Et ces gens-là m'ont inspiré par leur vie, leur force aussi. Et aussi des rencontres avec des personnes associatives, en fait, des personnes hyper engagées. J'ai rencontré des gens incroyables. Incroyables. Ces gens-là, on ne parlait pas, parce que je ne parle pas français. Et du coup, ces gens-là ne parlaient pas parfois anglais. Et on avait un problème en fait, on ne se comprenait pas. Mais quand même, j'ai vu et j'ai senti un engagement qui vraiment... je peux même pas trouver mes mots en fait pour m'exprimer en fait par rapport à ça. C'est une des raisons pour laquelle j'ai changé d'avis en fait et j'ai choisi la France comme pays d'accueil.
La deuxième raison, j'ai un ami très proche, il s'appelle Mozab, dans la matinée. Il nous a dit, bah, aujourd'hui, en fait, je vais cuisiner un truc parce que j'avais un tante et lui avait une tante juste à côté de moi. Et il me disait, bah, Karam, aujourd'hui, je vais vous inviter, je vais cuisiner un truc, etc. et je vais vous inviter. Alors, en fait, parce que, alors, on mangeait une fois avec une association, mais il y avait des pâtes, il y avait des choses comme ça. Donc, aussi, en fait, à la jungle ou dans le squat, des gens cuisinaient, en fait. Parce qu'il y a des associations qui nous apportent des choses. Et on peut aussi, par exemple, ceux qui ont de l'argent achètent bah, un peu des choses pour cuisiner. Donc, lui, il achetait des choses. Et en fait, il a cuisiné et a invité à peu près une dizaine de personnes. Et il m'a dit, Karam, est-ce que tu peux nous prendre une photo? Bah, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit peut-être aujourd'hui, ce sera le dernier jour. J'ai dit, mais tu rigoles, pourquoi le dernier jour? Parce que oui, parce qu'aujourd'hui, il faut que je rentre en Angleterre. C'était vers midi. Ah, tu voulais rentrer? Ah, oui, oui. Ah, bah, je lui ai dit en fait, comment tu peux être sûr de rentrer en Angleterre? Il m'a dit oui, oui, aujourd'hui, je vais rentrer. Ça, c'était vers midi, midi 30, un truc comme ça. À 19h, cette personne est décédée. Pour moi, c'était un choc, bah, choc, chagrin. Bah, vraiment, je pleurais, je pleurais parce que, mais, alors, comment il est décédé? Il est parti quelque part, il a trouvé un camion, il a monté dans ce camion, il est tombé, et il est décédé. Beaucoup de cauchemars pendant 10 jours, je dormais pas. Et là où, en fait, je me dis, peut-être je vais avoir les mêmes destins, les mêmes moments, voilà, les mêmes moments, en fait, je vais peut-être avoir voilà, les mêmes destins. Et du coup, j'ai décidé de dire, voilà, stop. Et je vais pas essayer parce que 2 ou 3 fois, je pense, j'ai essayé même ensemble. On était 4 ou 5, on a essayé plusieurs fois ensemble pour monter un camion, etc. Même si j'étais pas très convaincu, mais comme je me disais, j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre choix. C'était le seul choix. Et du coup, voilà. Donc, ce moment-là, c'était des moments qui m'ont fait en fait bousculer ma vie complètement. يا آية من صحف الغرام يا غيمة في وسط الغمام يا نجم من أجمل النجوم كمرة عودني الحنين كمرة حاولت وأقول يمكن ألقاك ساعات حلم وسط الحلم منقوش على قلبي الأليم لا جيت لا طلع القمر لا ضوء في ليل الهلال يا الحلوة يا الكل الجمال يا سمحة شبه الخضار. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi, j'ai décidé de rester en France, c'est l'amour de la langue française. J'écoutais des gens parler français à la jungle, je ne comprenais pas, mais la façon dont les gens parlaient le français, ça m'a vraiment beaucoup touché, réjoui, l'intonation, etc. Et pour moi, c'était comme j'écoutais de la musique. Et du coup, je me dis, mais alors, là, je pense que je suis bloqué. Je vois le centre-aide de ces personnes associatives, etc., qui venaient à chaque fois nous aider. Et je faisais toujours le lien entre ce que s'est passé au Soudan, ce que j'ai vécu, et cette solidarité que j'ai vue à Calais, et l'amour de la langue. Donc, je me suis dit, voilà, je vais rester en France. Karam décide de rester. Il est aidé par une association pour déposer sa demande d'asile et il se retrouve envoyé à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans un centre pour demandeurs d'asile, un CADA. Quand je faisais le lien entre ce que j'ai vécu quand je dormais dehors, etc., et même à Calais, parce qu'à la jungle, etc., et là, je suis dans un logement, bah, je me sentais un être humain, respecté, avec la dignité. Et je me sentais vraiment bien. Donc je dormis, enfin, je faisais que dormir parce qu'il y avait la fatigue, la charge mentale de ce que se passait à Calais, par exemple,
Parce qu'il y avait aussi, en fait, parfois des moments difficiles. Quand on était dans le port, en fait, à Calais, il y avait la police, donc il faut, s'ils nous attrapent, parfois ils nous peut-être nous fait par exemple un QTF. Et du coup, bah voilà, donc il y avait tout ça, des moments difficiles, le stress, et voilà, donc c'était vraiment des moments pendant quelques jours, une semaine ou 5 jours, je faisais que dormir, dormir pour me reposer. Quand on n'est pas familier avec le vocabulaire de la procédure d'asile, tous les termes acronymes se mélangent et rendent encore plus compliqué l'accès au droit. Karam parle d'OQTF. Ce sont les obligations de quitter le territoire français que la préfecture peut donner aux personnes qui n'ont pas les bons papiers pour rester en France. Plus tard, lorsque Karam décide de rester, il va à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est une sorte de tribunal qui statue sur les demandes d'asile. Donc je pars à l'OFPRA pour raconter mon histoire. Et là, il faut être très clair. Il faut prouver à l'OFPRA qu'on était persécuté, qu'on est éligible de droit d'asile. Je suis parti là-bas, j'ai raconté mon histoire. Ça a duré 1 heure et demie. Je suis rentré. Quelques semaines après, j'ai eu l'asile. Alors en fait, quand j'ai eu l'asile, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis des années, certaines personnes qui n'avaient pas encore les papiers, ils disaient, en fait, quand tu n'as pas le papier, c'est dur parce que tu peux rien faire. Le fait qu'on avait trop peur de pas avoir peut-être l'asile ou pas avoir des papiers, par exemple, aussi des moments de stress. Donc, quand j'ai eu la réponse, c'est quand même une joie incroyable. Donc, il y avait 3 fois, en fait, cette joie. La première fois, quand j'étais atterri, en fait, quand j'ai touché la terre, on était secouru par le grand bateau. Le deuxième, c'est le moment où j'ai mangé un sandwich, que je me rappelle tout le temps. Et la troisième, c'est quand j'ai eu le papier. Et c'est dingue parce qu'on ne peut pas considérer une personne parce qu'il a le papier. On ne peut pas valoriser un être humain parce qu'il a le papier. Mais en tout cas, j'ai senti que je suis valorisé parce que j'avais le papier. C'est dingue, mais je me sentis vraiment ce sentiment-là. Et après, il faut recommencer. Il faut construire une nouvelle vie. Construire une nouvelle vie, c'est-à-dire en fait apprendre une nouvelle langue, avoir des amis, construire carrément une nouvelle vie. Et c'était pas du tout facile. Donc, aussi un détail hyper important, c'était en avril, je crois, j'ai pris un bus pour aller à la Croix-Rouge pour suivre des cours de français. C'était vers 14h, je crois, ou 13h30. Et j'étais dans un bus, il y a des espaces face à face. Et j'ai un ami qui m'appelle, je décroche et je parle avec lui en arabe. Et je parle pas très très fort. Ah oui, ça va, etc. en arabe. Et il y a cette dame qui m'attaque en disant pourquoi tu parles cette langue, ici on parle français, etc., etc. Alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris quelques mots. Et la façon dont elle était avec moi, agressive, j'ai compris en fait pourquoi elle m'a agressé, parce que je parlais en arabe. J'étais très 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 mal. Très mal parce que j'étais incapable de lui répondre, et du coup ça m'a donné beaucoup plus de motivation de travailler sur moi, notamment en progression en français, juste pour me défendre. Vraiment, l'objectif que j'ai mis, c'est vraiment être capable de me valoriser, de me dire que voilà, je peux me défendre en français. Alors, peut-être vous voulez connaître ma vie avant le bateau. Moi, je suis Karam. Ça, c'est en français. Mais je m'appelle Karam en arabe. J'ai tendance à dire Karam
c'est une autre personne. Et Karam est aussi une autre personne. Tout ça pour vous dire, en fait, c'était une renaissance. Quand j'ai démarré ma vie en France, c'était une renaissance parce que même mon prénom, la prononciation, il n'est pas comme en arabe. Donc aujourd'hui, si je dis à mes parents, je m'appelle Karam, ils vont même pas être capables de le prononcer, peut-être. Alors, moi, je viens du Soudan. Je suis né au Soudan. Je viens de Darfour, une région où il y avait des génocides pendant à peu près 10 ans. J'ai grandi là-bas. J'ai eu une vie assez normale, assez modeste. J'étais quelqu'un qui aimait l'école, très studieux, qui voulait être journaliste. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'efforts pour bien parler l'arabe. Et je pense que je le parle bien parce que j'adore cette langue. Et voilà, en fait, mais moi, je viens d'un pays où il y avait beaucoup de... Enfin, ces milieux-là est réservé, on va dire, pour certaines élites ou certaines familles. Au Soudan, c'est un peu... alors, c'est un pays africain, mais avec un esprit arabe. C'est-à-dire, en fait, depuis l'indépendance en 1956, le Soudan était gouverné par des personnes, des élites du nord du Soudan, et ces gens-là, en fait, ils pensent que le Soudan, c'est un pays arabe. Alors que le Soudan, en fait, plus de la moitié de la population sont pas arabes, sont vraiment noirs. C'est-à-dire, en fait, ils parlent l'arabe, mais ils ont d'autres langues ethniques. Et du coup, eux, ils pensent que le Soudan, c'est un pays arabe. Et du coup, toutes les personnes qui sont minoritaires sont plus ou moins exclues, notamment dans le média, par exemple. Je voulais être journaliste et c'est pour ça que j'ai fait mes études au Soudan. J'ai fait les relations publiques et médias, journalisme pendant 3 ans. Et jusque-là, j'avais vraiment pas de problème au Soudan. Jusqu'au moment où mon père me disait, écoute, si tu veux, je peux t'aider à aller en Inde. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Aller en Inde pour faire le e-commerce. Étudier autre chose parce que c'est l'avenir, etc. Donc, je suis parti pour étudier le e-commerce. Et là où je me suis rendu compte que au Soudan, on n'avait pas... C'est vrai que la liberté d'expression, c'était tout à fait normal. De rien dire sur le gouvernement, rien critiquer, etc. Même quand j'étais à l'université. Parce que dès que, par exemple, on parle, etc., notamment nous, les Darfouriens, on était quand même un peu... il y avait certaines personnes qui ont été un peu agitantes. Et ces gens-là, tout de suite, le gouvernement l'arrête, etc. Et du coup, j'ai jamais pensé, en fait, j'avais même pas l'envie de me retrouver dans une difficulté. Mais quand j'étais en Inde, au bout de quelques mois, j'avais cette liberté d'expression. Et avec des personnes de Darfour, en fait, on a fondé un petit groupe. Au Darfour, les combats ont éclaté en 2003, lorsque des groupes armés non arabes du Darfour se sont opposés au gouvernement soudanais afin d'obtenir une plus grande autonomie. Les groupes rebelles accusaient le gouvernement soudanais d'opprimer et de discriminer les groupes non arabes de la région, comme les Darfouriens. Les Janjaweed, des miliciens arabes du Darfour, encouragés par le gouvernement soudanais, ont été accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Entre 180 000 et 400 000 personnes ont perdu la vie pendant cette guerre. Karam et d'autres Darfouriens ont manifesté devant l'ambassade du Soudan en Inde et les bureaux de l'ONU pour dénoncer les violences à l'encontre des minorités non arabes, les disparitions forcées et les conséquences de la guerre sur les vies de millions de personnes. Mais lorsqu'il arrive à l'aéroport de Khartoum 3 ans après son départ, il est immédiatement arrêté par les autorités soudanaises. Et là où ils m'ont montré des photos en disant vous étiez avec telle personne, vous êtes ça et ça et ça. Et j'étais choqué parce que je savais pas, en fait j'étais soufflé, je me dis mais comment, etc. Et là où je me suis rendu compte que le gouvernement envoyait certains espions, par exemple en Inde, dans les villes où il y avait beaucoup de Darfouriens. Et moi j'étais à Hyderabad, et à Hyderabad il y avait vraiment beaucoup de Darfouriens qui venaient pour les études. En fait j'étais arrêté dans un centre de rétention pendant quelques semaines, et après j'étais libéré. Mais j'étais libéré sur des conditions, en fait faire de contrôle 2 fois par semaine. Et à aussi faire l'espionnage, en fait collaborer avec le gouvernement pour faire l'espionnage sur des personnes qui habitent dans mon quartier, qui sont vraiment
majoritairement sont de Darfour. C'était vraiment horrible, c'était vraiment difficile. Et du coup, bah, en ce moment-là, je me sentais pas du tout bien. Je me sentais vraiment humilié parce que je me sentais rien. Et là où j'ai décidé de fuir, et hop, je fuis le Soudan pour aller en Égypte. الكلمة لك إشارة حروف منقوشة بالحب والفرح يا ملاهم قلبي الوقف في يوم شاف عيوناتك وانشرح أنا شوقي لي غالب الصبر لما أفوت سفري البعيد مشتاق كتير ألقاك هناك واسكن معاك في غزغزح الكلمة لك تنزف قصيد حتى الوتر يشرح صحاو الكلمة لك يا فرحتي وانت الجمال في دنيتي يا وردة يا طعم المنى يا زهرة ضوت بالسنة وإن شاء الله كده في علاقة طويلة وممددة. En 2016, Karam veut reprendre ses études. Il intègre d'abord un diplôme universitaire de français langue étrangère à l'université d'Arras. Son niveau en français s'améliore rapidement et il décide ensuite de faire un master en entrepreneuriat et management de projet. Dans le cadre de ses études, Karam crée une association qui s'appelle La Voix des réfugiés. Alors en fait, en 2016, l'association, je voulais vraiment aider, transmettre ce que j'ai reçu. L'aide, parce que j'ai vu des gens qui galéraient pour l'apprentissage de français. Et je me dis, en fait, je peux faire quelque chose, mais je ne savais pas trop. Donc, j'ai parlé avec Françoise, qui était ma prof. Je lui ai dit, en fait, je voulais vraiment faire quelque chose où on peut peut-être aider, mais je ne sais pas comment. En discutant comme ça, elle m'a dit, mais tu peux faire une association. Est-ce que c'est facile de faire Elle m'a dit, oui, bien sûr. Là où, en fait, voilà, on a fondé l'association pour vraiment s'entraider entre nous, réfugiés. C'est une association gérée par les personnes réfugiées eux-mêmes, parce qu'on connaît nos besoins, nos problématiques beaucoup plus que les autres. Et on peut vraiment partager l'expérience pour vraiment faciliter l'intégration et aussi inspirer d'autres personnes. Ça a démarré comme ça. Et du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là. Aujourd'hui, l'association existe à Arras. On fait des cours de français, de soutien scolaire pour les enfants et aussi des sorties culturelles pour découvrir notamment la région du Nord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une antenne ici à Paris, mais principalement, notre siège est à Arras. Il y a la ville d'Arras, d'ailleurs, je le remercie énormément, monsieur le maire, monsieur le Turc, qui m'a suivi, vraiment, qui m'a accompagné de A à Z, même pour rentrer à la fac d'Arras et même par la suite pour mon association. On fait des permanences dans un centre social à Arras, 3 jours, 4 jours par semaine, et c'est grâce à lui. En 2019, Karam découvre Wintergrade devenu Each One, qui favorise les rencontres entre les nouveaux arrivants et les entreprises. Karam intègre un programme d'accompagnement à Sciences Po Lille pendant 4 mois, qui débouche sur un stage en communication chez L'Oréal. Et j'ai démarré le stage en août 2019. C'était un stage pendant 6 mois, des rencontres. C'était incroyable. Et quand je parlais de rencontres, parce que vraiment, dans le bateau, en Italie, en France, notamment par exemple, des villes que j'ai passées, par exemple Nice, Paris, Calais, à chaque fois, j'ai fait des belles rencontres. Et en fait, ces rencontres-là qui m'ont aidé à avancer dans la vie. J'ai travaillé pendant 6 mois sur un programme d'intégration de nouveaux arrivants. C'est un moment de rencontre avec de nouveaux arrivants. Et après 6 mois, je suis rentré à la Fondation L'Oréal comme chargé de projet communication à l'époque. Et aussi là où, à la Fondation, j'ai fait des très très belles rencontres, vraiment des personnes incroyables. Et j'aimerais quand même vraiment les remercier parce que c'est grâce à eux que, par exemple, j'ai grandi et j'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, je suis chef de projet à la Fondation L'Oréal et je travaille sur des projets pour soutenir les femmes en situation de précarité et vulnérabilité. Des programmes comme ça pour accompagner les femmes qui sont éloignées, qui sont dans une situation de précarité et vulnérabilité sociale pour qu'elles puissent gagner en indépendance économique. Voilà, c'est un projet incroyable. On sent la transformation de vie de ces femmes et c'est un truc incroyable et ça nous donne beaucoup de motivation d'aller plus loin et dire aussi
Quand je raconte en fait mon travail, mes missions, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que des beaux projets et ça enfin je suis gâté de travailler sur ces projets-là. Aujourd'hui, je suis français depuis 1 an et demi à peu près. Il y a 7-8 ans, j'aurais jamais imaginé être français. J'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes. Et j'ai eu la chance aussi, grâce à ces personnes-là, de trouver ma place. Je pense qu'en fait, quand on quitte notre pays, en fait, fuir un pays, on ne le fait pas par plaisir. Parce que personne prend un bateau depuis l'Italie ou depuis l'Égypte pour rejoindre l'Europe par plaisir. Quand on accueille bien les gens, ces gens-là peuvent être acteurs, peuvent être citoyens et peuvent aussi participer à la vie et aussi en fait qui vont être partie de l'histoire de la France. Il faut avoir la bienveillance et il faut être tolérant envers les gens parce qu'en fait être réfugié ça peut arriver à tout le monde. Il faut avoir la conscience que ces gens-là ils sont là parce qu'ils étaient obligés de fuir et ils cherchent que la sécurité. Ils cherchent à avoir une place et avoir la dignité. Pour écouter d'autres histoires d'exil, abonnez-vous au podcast Bienvenue. À la semaine prochaine.